Et avec nous aujourd'hui Frédéric Dabi. Bonjour Frédéric. Bonjour Ariane, bonjour à tous. D'être là, directeur général opinion de l'IFOP. Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et Quentin est de retour, spécialiste de la réforme des retraites. Bonjour Quentin. Bonjour, merci d'être là. On va parler avec vous de cette réforme des retraites. Elisabeth Borne a donc déclenché le 49.3 hier sur cette réforme dans une ambiance plus que tendue. Les oppositions exprimant leur colère. Est-ce un échec pour la Première ministre? On en débattra. Et puis quelles conséquences pour les Républicains? Pointé du doigt par Elisabeth Borne, Éric Ciotti, favorable au texte, n'a pas réussi à convaincre suffisamment de députés. Certains n'excluent pas de voter des motions de censure. Est-ce la fin des Républicains? Ce sera l'autre débat. D'abord, on regarde l'actualité dans nos régions. L'actualité dans nos régions avec nos partenaires de la presse régionale. Après le 49.3, des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs villes de France, dont Bordeaux, où on retrouve Jefferson Desports. Bonjour Jefferson, merci beaucoup d'être avec nous, journaliste à Sud-Ouest Jefferson. Des rassemblements qui ont eu lieu à Bordeaux, comment ça s'est passé et quelle est l'ambiance ? Oui, écoutez, cette manifestation a eu lieu hier soir, même en fin d'après-midi. Alors, elle était prévue et le déclenchement du 49.3 n'a fait que renforcer la motivation de ceux qui avaient prévu de s'y rendre. Elle est tournée dans le centre de Bordeaux. C'est une manifestation où il n'y a pas eu forcément beaucoup de débordements, mais une petite poignée d'entre eux se sont rendus à la permanence du député Renaissance Thomas Cazenave. Voilà, ça c'est pour l'ambiance, mais il y a une autre conséquence de ce déclenchement du 49.3 en Gironde, puisque ce matin, 3 ministres étaient attendus dans le département. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, et Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture. Alors, ils étaient attendus notamment parce que Gérald Darmanin devait décorer une centaine de pompiers qui ont participé, qui ont combattu les incendies hors normes de cet été, mais surtout les élus girondins attendaient des annonces sur un éventuel prépositionnement de Canadair en Gironde dès le printemps pour commencer à se préparer à la saison qui s'annonce très tendue avec la sécheresse de cet hiver. Les forestiers sont très inquiets et le risque incendie est vraiment, là encore, posé et devant nous. Ouais, et Gérald Darmanin, effectivement, qui a reporté ce déplacement, qui réunit les préfets pour faire le point sur la situation sur le territoire. Merci beaucoup, Jefferson, d'avoir été avec nous pour nous parler de ce qui se passe du côté de Bordeaux. On regarde la une, la réforme quoi qu'il en coûte, c'est à la une de Sud-Ouest. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jefferson. Sur ces mobilisations, on va parler évidemment avec Quentin de ce qui s'est passé hier du côté du Parlement, mais sur ces mobilisations, on a vu des mobilisations spontanées dans plusieurs villes de France après l'annonce de ce 49.3. Qu'est-ce que ça dénote du climat social du pays actuel, Arnaud? Ça dénote une effervescence évidente de ce climat social dont on sait que de toute façon, c'est pas nouveau. La réforme des retraites est, j'allais dire, un condensateur d'un certain nombre de colères et j'allais dire, de ressentiments vis-à-vis des dirigeants, d'ailleurs, quels qu'ils soient, et ce depuis de nombreuses années. Mais ce qui est en effet plus ou moins inquiétant, c'est que, en tout cas pour l'exécutif, c'est qu'on a vu des mobilisations, comme vous dites, spontanées. Enfin, moi, je ne crois jamais totalement à la spontanéité des mobilisations. Il y a quand même toujours des gens pour organiser des mobilisations. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y avait une espèce de, j'allais dire, de pointillisme de ces mobilisations un peu partout sur le territoire. C'est ça qui, quelque part, finalement, me semble-t-il, doit être relevé. Et le vrai sujet pour l'exécutif, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il y ait, si vous voulez, une espèce de, j'allais dire, de cristallisation entre à la fois une dimension gilet jaune, une dimension retraite et puis une dimension jeune. Parce que ça va être un des sujets. Moi, ce qui m'a frappé quand même hier, place de la Concorde notamment, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes, en l'occurrence. Et on sait très bien qu'une fois que les jeunes sortent dans un mouvement social, c'est très difficile de les faire rentrer dans les universités et dans les lycées. Ça veut dire qu'on va vers une transformation des manifestations, du mouvement social. Possible, oui, en tout cas une mutation. Dans mouvement social, il y a mouvement, il y a mutation. C'est vrai que ce 49.3 a apporté un carburant formidable, une reprise, une vigueur, une nouvelle vigueur de ces mobilisations qui, il faut le dire, étaient quand même en baisse successive, de manière assez spectaculaire. Mais c'est vrai que le fait que ce récit, cette épopée de la réforme des retraites se termine par un 49.3 a énormément déçu. Et ça en dit long, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, sur le changement de nature ou de perception
de représentation de ce qu'est un 49.3. Hein. On le disait, sous Michel Rocard, c'est utilisé 28 fois. Ça ne change rien à une popularité étincelante. Ça est parti comme quelque chose inhérente au système. Là, clairement, et ça peut commencer même avant Emmanuel Macron, mais avec Emmanuel Macron. 2015, la loi Macron, premier coup de colère des Français sur le 49.3, la loi travail, et maintenant, systématiquement, le 49.3 qui est légal, qui est légitime, qui est justifié constitutionnellement, est vu comme un passage en force, un signe de brutalité, un signe d'autoritarisme. Et au-delà de cette réforme, ça va rajouter de la rancœur sur le chagrin, sur ces éléments condensateurs dont parlait tout à l'heure Arnaud, jeunesse, inflation, pouvoir d'achat. Et tout ça ne promet rien de bon sur le moyen en terme, rien de bon, pas en termes de jugement, mais en termes d'état de l'opinion, où effectivement les indicateurs sur le sentiment de colère et de révolte que mesure l'IFOP par exemple avec LCI ou Sud Radio se rapprochent de ce qu'on avait en novembre 2018. Et on va parler de ce on va parler de ce 49.3. Justement, on va refaire un peu le film de la journée hier au Parlement. Alors, Quentin, c'est une journée qui avait plutôt bien commencé pour l'exécutif. Ça n'a pas duré très longtemps. Oui, non, c'est vrai que c'est presque anecdotique face à tout ce qui s'est passé plus tard. Mais hier matin, le Sénat a adopté les conclusions de la commission mixte paritaire. Là, ce sont des images de l'Assemblée nationale. Ouais. On va peut-être mettre les images du Sénat. On avait les images du vote au Sénat, puisque c'était à 11h le matin. Le Sénat qui avait d'abord adopté le texte qui venait de la CMP. Il faut dire que ce texte il venait de la droite et du centre au Sénat, donc ils avaient façonné beaucoup des détails de cette réforme, et donc c'est la fin pour le Sénat avec ce vote. La navette parlementaire continue, le texte est donc renvoyé à l'Assemblée nationale, et c'est donc là que tout se corse. Vers 14h, Emmanuel Macron réunit sa première ministre et les cadres de la majorité présidentielle. C'est la 3e réunion de ce type à ce moment-là depuis la veille au soir, et ce conciliabule fait le décompte des voix autour de la réforme, et ce décompte, il est défavorable. Elisabeth Borne arrive à l'Assemblée nationale, elle monte à la tribune, et dans un premier temps, voici ce qui se passe, puisqu'elle va du coup commencer son discours, et il va y avoir une Marseillaise qui va être chantée par les députés LFI. Ils vont même la chanter 2 fois. Suspension de séance, et on voit un grand brouhaha ensuite lorsque la première ministre va prendre la parole. Elle se lance dans son discours, elle s'exprime moins de 10 minutes, et au bout de ces 8 minutes, le couperet tombe. Écoutez Elisabeth Borne. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023, modifié par l'amendement de coordination communiqué à l'Assemblée nationale. Dans quelques jours, je n'en doute pas, à l'engagement de la responsabilité du gouvernement répondront une ou plusieurs motions de censure. Un vote aura donc bien lieu comme il se doit. Et c'est donc la démocratie parlementaire qui aura le dernier mot. Madame la Première ministre, je vous remercie. Voilà la séance qui a été suspendue à ce moment-là dans une ambiance extrêmement houleuse. Ce qui s'est passé hier à l'Assemblée, Arnaud, vous qui évidemment avez la mémoire de ce qui se passe au Parlement, est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose d'assez inédit, ou est-ce qu'on peut dire que dans une réforme de ce type, finalement, on était dans une ambiance assez classique ? On est dans une ambiance, me semble-t-il, assez classique. On a connu dans l'histoire du Parlement des moments de ce type aussi éruptifs, avec des brouhahas et, j'allais dire, quasiment des échauffourées. Enfin, c'était pas le cas en l'occurrence, mais presque. Non, mais moi, ce qui me surprend pas, c'est l'utilisation du 49.3. Bon, écoutez, on m'a interrogé il y a une semaine, je disais, je ne vois pas comment le gouvernement ne peut pas, à un moment donné, utiliser le 49.3 au regard de l'arithmétique parlementaire. Si vous voulez, il y a quelque chose qui est profond, qui est en germe depuis le début de cette législature, c'est que le gouvernement n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, ou une majorité très relative. Donc, vous pouvez prendre le problème par tous les bouts. À un moment donné, l'équation est toujours la même, c'est-à-dire que vous n'avez pas une majorité pour faire passer un certain nombre de textes. Et ce que je ne comprends pas, par contre, dans la stratégie du gouvernement, c'est d'avoir tardé à annoncer le 49.3, avoir multiplié ces réunions dont parlait Quentin, qui donnent le sentiment d'atermoiement, de panique, qui viennent
renforcer finalement l'idée que cet exécutif est faible. Et c'est ce qu'ont compris un certain nombre d'ailleurs de manifestants hier, notamment à l'extrême gauche, qui comprennent que là, ils ont un pouvoir qui est en difficulté. Et qu'un pouvoir en difficulté, c'est un pouvoir que l'on peut d'une certaine manière encore plus déstabiliser. Donc, en effet, il y a eu une erreur, je pense, d'évaluation de la situation. Vraisemblablement peut-être un sentiment d'assurance tel qu'on allait malgré tout réussir à passer ric-rac en allant débaucher quelques parlementaires, comme savait par exemple très bien le faire, vous me disiez que j'avais la mémoire, il se trouve que j'ai été assistant parlementaire dans les années 80, entre 88 et 90. Et je me souviens très bien du gouvernement Rocard, je me souviens très bien de Guy Carcassonne, qui allait, aller avec les dents chercher les parlementaires, qui étaient les parlementaires récalcitrants. Et de Popren pour le côté gauche. Mais oui, Popren côté gauche, centriste ou IDF, en l'occurrence, c'était, la monnaie quotidienne. Mais la différence fondamentale, c'est que à l'époque, Michel Rocard disposait d'une majorité qui était quand même qui était plus solide que la majorité aujourd'hui d'Emmanuel Macron. Et en plus, il faut être clair, il y avait vraisemblablement un savoir-faire sur le plan parlementaire qui était, à mon sens, je veux pas être insultant, mais à mon avis, un peu plus expérimenté que celui que l'on a aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on paye vraisemblablement une espèce d'improvisation dans la gestion de ce dossier. Arnaud a parfaitement tout dit. C'est vrai que quand on regarde les deux scénarios, le moindre mal, le moindre risque, c'était le 49.3. Mais pendant 72 heures, on a entendu des voix des émetteurs gouvernementaux. Nous irons au vote. Deuxièmement, compte tenu de l'importance de cette réforme, compte tenu de ce qu'elle charriait sur les représentations des Français, sur le rapport au travail, la fin du travail, compte tenu, il faut le dire, d'enquêtes d'opinion extrêmement sévère et opposé à cette réforme. Je rappelle qu'en 2010, pour l'allongement de 60 à 62 ans, on trouvait dans les enquêtes d'opinion une petite majorité de Français sur le mode « oui, on peut faire un effort raisonnable de passer de 60 à 62 ans pour sauver le système ». On a bien vu ici à plusieurs reprises qu'on n'a jamais été dans cette logique d'opinion-là. Donc compte tenu de ces éléments et compte tenu aussi de ce que suscite maintenant le 49.3 chez les Français, de ce que maintenant le 49.3 qui a été utilisé déjà 10 fois par Madame Borne lui colle à la peau. Et il faut regarder ces enquêtes de popularité la concernant. La chute commence à l'automne dernier, au moment où elle dégaine une succession de 49.3. On pouvait penser que dans un geste ou dans un espoir de panache, le gouvernement aille au vote. Mais effectivement, c'était extrêmement serré. L'erreur, c'est de le faire si tard, de l'avoir annoncé vraiment au pied du mur. Et tout ça, c'est vrai, ça donne une impression déjà présente dans le discours des Français, d'improvisation et de godille ou de zigzag, alors que les Français attendent un cap. Et c'est vrai que ça va passer. Il n'y aura pas de motion de censure parce qu'elle, en principe, ne veut pas de motion de censure. Mais tout ça fragilise considérablement le gouvernement. Enquête fiduciaire pour Sud Radio publiée hier, 79% des Français considèrent qu'Emmanuel Macron sort affaibli de cette séquence retraite. 77% pour la Première ministre. On va parler des motions de censure, Frédéric. Non, je voudrais rebondir sur ce que disait tout à l'heure Frédéric précédemment, c'est qu'en effet, le niveau d'acceptabilité du 49.3 dans la société française n'est plus le même que celui du temps, par exemple, de Michel Rocard ou même de gouvernements encore plus récents, ou sous Sarkozy. Donc, si vous voulez, le 49.3 est un outil qui a été diabolisé, clairement. C'est un outil constitutionnel, c'est un outil légal, c'est un outil dont on ne peut pas contester les fondements juridiques, mais il se trouve aujourd'hui, on est dans une société où cet outil est devenu finalement pratiquement irrecevable pour une grande partie de l'opinion publique. Donc l'utilisation du 49.3 au stade où nous parlons, c'est une utilisation qui, j'allais dire, redonne de l'énergie, de la motricité au mouvement social. Et sur la motion de censure, je pense qu'on va en reparler, je suis sur la même ligne que Frédéric. Je pense qu'elle a, à mon sens, peu de chances de pouvoir être votée, quoique le groupe qui est à son origine a une dimension agrégative et d'amplitude qui n'est pas négligeable. Et justement, on en parle tout de suite, Quentin, parce que place aux motions de censure. Parce que le 49.3, ça ne vaut pas adoption de la réforme dès maintenant. Ça ouvre la possibilité aux oppositions de déposer des motions de censure.
et ce n'est que si elles sont rejetées que le texte sera considéré comme adopté. Exactement, en fait c'est le gouvernement qui met dans la balance effectivement ce calcul. Mais donc on le disait, sur les motions qui pourraient être, qui devraient être déposées, c'est sans doute celle venue du groupe Ulliott, un groupe centriste avec aussi des élus ultramarins qui pourraient faire, et vous le disiez Arnaud, le plus l'unanimité parmi les oppositions. Son président Bertrand Planchet a averti, sans réponse rapide du président de la République, notre groupe déposera dans les prochaines heures une motion de censure transpartisane. La France Insoumise a déjà dit qu'elle allait se joindre à cette motion et ils ont ajouté que le groupe et que la gauche, la NUP, disposait encore d'autres armes constitutionnelles. Écoutez Mathilde Panot au micro de nos confrères de LCP-AN. Il y a toutes les étapes institutionnelles que nous pouvons avoir. D'abord, évidemment, la motion de censure transpartisane que nous allons déposer. Ensuite, la saisine du Conseil constitutionnel que nous pourrons activer. Et nous travaillons aussi à un référendum d'initiative partagée qui permettrait de bloquer le texte pendant 9 mois. Donc nous avons encore beaucoup d'armes dans nos poches pour pouvoir continuer. Mais le plus simple serait évidemment que le président de la République arrête ce bras de fer complètement insensé. Voilà, le président du groupe Ulliott, qui est bien Bertrand Planchet. Et donc, on a entendu effectivement que la première ministre Elisabeth Borne, que ce soit à la tribune de l'Assemblée nationale ou sur TF1, elle avait renvoyé au débat sur ces motions. Selon elle, c'est bien le Parlement qui aura le dernier mot via ce débat autour des motions. Pas sûr que cet argument suffise face à la gravité de ce que représente le 49.3 dans l'opinion. Ça suffit dans l'opinion, Frédéric, quand Elisabeth Borne dit mais il y aura un vote à l'Assemblée nationale. La motion de censure, ça équivaut à un vote. Alors c'est aussi l'argument du président de la République dans le communiqué d'hier. Clairement, ça ne portera pas. Alors, tout ce qu'on a dit sur le 49.3, j'aime bien ce terme utilisé par Arnaud de diaboliser. Ça ne se fait pas sur un terrain neutre. N'oublions pas l'image qu'a la Macronie, le macronisme, depuis même le premier quinquennat, quand les choses se passaient plutôt bien. L'idée d'absence de dialogue, de passage en force, de brutalité, d'absence d'écoute et d'injustice, tout ça constitue un précipité de ce qui est perçu avec ce 49.3. Non, la motion de censure ne suffira pas, ou plutôt le vote rejetant la motion de censure ou l'approuvant, il y a effectivement une vraie incertitude et on est peut-être dans des temps inédits et nouveaux où peut-être des députés voudront peut-être chez LR brûler leur vaisseau. Tout ça montre qu'il y a cette incertitude et que ça ne suffira pas à éteindre une déception très forte chez les Français dans un contexte, il est vrai, parce que l'effet de loupe médiatique et d'agenda nous fait parler ce matin énormément de la réforme des retraites. C'est très bien, mais n'oublions pas que les Français sont polarisés, pour ne pas dire obsédés par la question de l'inflation, de la hausse des prix, du pouvoir d'achat. Et tout ça peut rajouter de l'huile sur le feu. Donc on est sur une agrégation de colère. Possible, même si on voit pour l'instant ces colères de manière juxtaposée. Ouais. Sur les motions de censure, Arnaud, elles peuvent passer, notamment celle de Ulliott. On imagine que celle du Rassemblement national, ça va être compliqué. C'est-à-dire que je crois comprendre qu'il faudrait quand même qu'il y ait 33 parlementaires LR qui la votent. Donc c'est quand même beaucoup, 33 fin du députés LR. Mais la réalité, ils étaient 20 à avoir annoncé s'opposer à la réforme des retraites. Mais là où Frédéric a parfaitement raison, on est quand même dans une situation inédite. C'est qu'en plus, d'abord, ce week-end, ils vont retourner dans leur circonscription. Ouais. Bon, clairement, je veux dire, le problème de Macron, c'est lequel ? C'est qu'il a une opposition massive des Français à sa réforme et qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée. Ce qui, quand même, est une différence fondamentale avec le premier quinquennat. Le premier quinquennat, il s'est retrouvé dans une situation sociale, là aussi, très compliquée avec les Gilets jaunes, mais il avait quand même le confort d'avoir une majorité qui était une majorité parlementaire qui faisait quand même que les institutions le protégeaient. Là, il est un peu à découvert, institutionnellement. Sans majorité, avec des Français qui sont opposés massivement, des actifs qui sont opposés massivement à cette réforme, les députés, ils écoutent le terrain. Les députés, ils savent que dans peut-être 4 ans, voire plus tôt, ils seront à un moment donné obligés de retourner devant leurs électeurs. Donc, si vous voulez, ils se sentent un peu libérés aussi, d'une certaine manière, des étiquettes politiques et des consignes politiques des dirigeants de leur groupe parlementaire. Moi, je note, attendez, il y avait en effet des députés LR qui étaient opposés à la réforme, mais ce qui est quand même aussi très, très inquiétant pour le gouvernement, c'est qu'à l'intérieur même de la majorité, que ça soit au groupe MoDem, que ce soit au groupe Horizon, vous aviez un certain nombre de parlementaires
parlementaires qui ne voulaient pas voter cette réforme, et qui même parfois voulaient voter contre. Il y a quelques députés Horizon qui étaient prêts et disposés à voter contre. Donc ça veut dire quand même que ces gens-là qui sont sur le terrain entendent et ne sont pas vraisemblablement aujourd'hui enclins à soutenir coûte que coûte, ou quoi qu'il en coûte, un gouvernement dont ils considèrent que, en tout cas au moins président de la République, dont ils considèrent qu'il les met en difficulté sur leur propre terrain électoral. Oui, c'est vrai qu'on a les ingrédients d'un contexte très très difficile qui peut rappeler aussi le second mandat de Jacques Chirac, qui lui avait une majorité absolue, mais qui a dû reculer en 2006. C'est la dernière fois que sur une réforme aussi importante, un gouvernement a reculé face à la rue. C'était le contrat première embauche, c'est-à-dire un second quinquennat où, quoi qu'on en dise, le président est goutte à goutte, si je puis dire, démonétisé, peut-être depuis le 24 avril à 20h05, parce que beaucoup de députés se projettent dans l'après-Macron, une majorité relative. Et c'est vrai qu'on ne l'a peut-être pas assez dit, parce que la scène parlementaire, et c'est bien dommage, n'est pas une scène assez visible, ça reste une assemblée ingouvernable. Quoi voter de manière large avec différents groupes en dehors du 49.3. Peut-être que des textes comme la fin de vie pourront être votés, mais des textes de structure économique, oui, ça sera extrêmement compliqué. Quid de l'attitude de LR là-dessus? Tout ça donne une impression de fin de règne et tout ça complexifie les choses et rend, c'est vrai, cette opinion très inquiète, puisque des institutions qui fonctionnent de manière aussi heurtée, un mouvement social rampant, les ingrédients du mouvement des Gilets jaunes qui sont toujours là, le travail qui paye mal, la crainte de taxes, notamment sur la question de l'énergie en signaux faibles, ces zones à faible émission qui commencent, on le voit sur le terrain, à agacer fortement beaucoup d'automobilistes. Tout ça rend le contexte socio-économique très compliqué. Quand on demande aux Français est-ce qu'il y a un risque d'explosion sociale, la question est peut-être polysémique, mais on la pose depuis de nombreuses années. On a 3/4 de oui, et je le répète, on se rapproche de ce que l'on mesurait en octobre-novembre 2018, au moment juste avant la crise des Gilets jaunes. Oui, un mot sur ce que vous disiez. Le prochain projet de loi important, c'est celui sur l'immigration. On se souvient que lorsque le gouvernement a fait le calcul d'un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale, qui est donc ce véhicule législatif où il peut y avoir un recours au 49.3, puisque c'est un texte budgétaire, sans griller la cartouche, puisque maintenant, en dehors de ce texte budgétaire, il n'y a qu'un seul recours au 49.3. On avait entendu la petite musique qu'en fait, on se gardait la possibilité d'un 49.3 sur ce PLFSSR, parce qu'il y avait le projet de loi immigration, et que là, il y aurait des majorités très difficiles à trouver, et que dans ces cas-là, on utiliserait le 49.3. On se dit, quand on voit le 49.3 maintenant sur les retraites, et qu'on l'imagine sur le projet de loi immigration, que ce serait encore plus inflammable si on devait en venir là. Ouais, ça arrive fin mars au Sénat, ça arrive très vite. On attendra de voir quand ça arrive à l'Assemblée. Quentin, on continue le déroulé de la journée d'hier. Oui. Ça s'est terminé à 20h. Elisabeth Borne était sur le plateau de TF1, elle a pris la parole. Voilà, face à Gilles Boulot. Et elle est revenue sur effectivement ce qui s'était passé dans l'hémicycle. On a vu les images autour de ce brouhaha. Sur CUE, elle a dit « Je n'étais pas en colère, vous savez, j'ai été très choquée ». À propos du 49.3, elle a expliqué que jusqu'à la dernière minute avec les ministres, je cite, « Nous avons tout mis en œuvre pour réunir une majorité sur ce texte. Vous savez, avec le président de la République, nous voulions aller au vote. Quant à la possibilité de sa démission, elle a botté en touche lorsque Gilles Boulot l'a interrogé sur ce sujet. On écoute un extrait. Est-ce que vous dites que je suis encore la bonne personne pour diriger le gouvernement ? Moi, je vous le dis, je pense que ce n'est pas une question de personne. C'est accompagner notre pays, trouver les bonnes réponses à un moment où il y a des problèmes importants. Vous savez, la crise de l'énergie, elle n'est pas terminée. La crise climatique, elle est bien là. Il y a une guerre en Ukraine. On doit construire, en continuant à chercher des compromis, des bonnes réponses pour les Français, pour notre pays. C'est la seule chose qui me préoccupe. Elle est revenue aussi sur le fait que des députés les Républicains avaient, n'étaient pas présents ou ils manquaient à l'appel plutôt sur ce vote, ce qui aurait donc fait que, elle avait pris le 49.3. Elle a dit, comme vous le savez, le président des Républicains Éric Ciotti, le président du groupe à l'Assemblée nationale Olivier Marleix voulaient voter cette réforme après les compromis qui ont été trouvés. Elle a ajouté, mais certains au sein de ce groupe ont joué une carte personnelle en contradiction avec ce que portent les Républicains depuis des années. Des
contradictions qu'on va revoir aussi sur le vote des motions, Oriane, puisque Éric Ciotti et Olivier Marleix disent qu'ils ne vont pas s'associer à ces motions, mais Aurélien Pradié et ses troupes, il serait une vingtaine de députés, ont dit réfléchir à voter pour. Ouais, et on a vu, quand on le rappelait au Sénat à majorité LR, le texte est passé. Éric Ciotti a appelé à ce que ce texte passe. Et Elisabeth Borne dit, mais c'est la faute des Républicains si on a dû employer le 49.3. Il manquait des voix, ils ont renié leurs convictions. Est-ce que ce qui s'est passé hier, ça aura un impact chez les LR? Est-ce que ça peut marquer la fin des Républicains? Vous savez, c'est difficile de répondre à cette question. Les Républicains sont mal en point. Là aussi, ça aura échappé à personne. On l'a vu lors des dernières élections présidentielles. Et là, clairement, ils sont totalement divisés sur une question qui est essentielle. En fait, il y a un sujet. Il y a ceux qui en appellent au devoir de cohérence, qui considèrent que la ligne des Républicains, c'est une ligne de rigueur, qui est une ligne que je qualifierais d'ordo-libérale. Mais il y a une réalité, c'est que dans la droite française, il y a toujours eu plusieurs courants. Et il y a aussi une droite sociale. Il y a une droite sociale qui n'est pas forcément alignée sur ce courant ordo-libéral, en l'occurrence. Et bon, M. Pradié, à sa façon, il veut l'incarner. Il y a un autre sujet aussi pour les Républicains, c'est que c'est très difficile pour les parlementaires républicains, là aussi, d'aller à l'encontre, j'allais dire, de la tendance de fond de l'opinion publique. Quand vous êtes dans une période de basse eau, et c'est le cas pour les Républicains, aller contre les vents de l'opinion, c'est en effet, là aussi, extrêmement compliqué et extrêmement difficile. Moi, je ne suis pas sûr que le choix qu'aient fait les Républicains, c'est-à-dire de soutenir d'emblée cette réforme, ait été un choix tactiquement opportun et judicieux. Parce que d'abord, ça les met dans la difficulté dans laquelle ils se retrouvent, et deuxièmement, ça les met dans la difficulté avec l'opinion, et ça leur empêche vraisemblablement, à brève échéance, de reconquérir cette partie de l'électorat populaire qui aujourd'hui ne vote plus du tout pour les Républicains. Non, c'est un nouvel épisode de la décomposition de la droite. Où est la droite aujourd'hui? Il y a une droite qui soutient Emmanuel Macron, il y a une droite qui est tentée très fortement par le vote RN. Dans l'enquête IFOP fiduciale pour Sud Radio, une majorité de Français considèrent que Marine Le Pen sort renforcée de la séquence, et c'est quasiment 3/4 chez les sympathisants républicains. Et puis, ce que dit Arnaud, oui, il y a eu un effet de l'opinion publique. Moi, ce qui me frappe par rapport à des réformes de structure ordolibérales ou de structure lors du premier quinquennat, c'est que sur cette réforme des retraites, on n'a jamais eu une adhésion supérieure à 50-55% chez les sympathisants LR. Et quand on voit le décalage entre le groupe LR du Sénat, qui a quand même été plutôt homogène, qui a voté assez massivement le texte, et le groupe LR de l'Assemblée nationale, voilà, ça en dit long sur ces différentes droites, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il faut revenir aux élections législatives. La droite LR a été effacée de toute une série de zones de force, on va dire des grands centres urbains, plutôt bourgeois, et c'est En Marche, c'est Renaissance qui a pris les postes. Donc il reste une droite rurale, une droite sociale, une droite des petites villes, où là clairement l'opposition à la réforme était très forte. Merci beaucoup Frédéric et Arnaud, évidemment on en parlera, vous restez avec nous, on refait un tour dans nos régions, on va à Nevers retrouver Fanny Delair. Bonjour Fanny, merci beaucoup d'être avec nous. Oui, adjointe au rédacteur en chef du journal du Centre. Fanny, on va parler d'un autre sujet avec vous. On est 3 ans jour pour jour après le début du confinement. Ça a changé pas mal de choses à nos repères, à nos habitudes. 3 ans après, vous vous interrogez sur ces changements. Qu'est-ce qui a changé ? Malheureusement, pas grand-chose. On a pu le constater donc dans la Nièvre. Ce fameux monde d'après dont on a beaucoup parlé, caractérisé notamment par des changements dans nos rapports au travail, dans nos rapports à la famille, dans nos rapports aux autres. Changements également dans nos habitudes de consommation, avec une découverte ou redécouverte des circuits courts. Donc nous avons interrogé sur ce sujet des agriculteurs nivernais qui nous disent que 3 ans après, le verdict est sans appel. Malheureusement, les vieilles habitudes ont repris le dessus et l'engouement n'a pas duré. Nous avons également poussé la porte d'une boutique de producteurs locaux en vente directe. Alors on nous dit que 2020 et 2021 ont été des années exceptionnelles, mais que là encore, les clients ne sont pas restés et seuls les fidèles de la première heure sont encore au rendez-vous. Dans cette double page, nous avons aussi questionné la notion de revanche des zones rurales sur les métropoles, car on avait pu observer pendant ces premiers confinements que des citadins déménageaient pour venir dans nos campagnes, en l'occurrence le Morvan concernant la Nièvre. Là encore, les études ont prouvé qu'il n'y avait malheureusement pas eu véritablement d'exode et que 2020 et 2021 ont certes été de bonnes années où de nombreuses maisons ont été vendues chez nos agents immobiliers, mais la demande s'est tarie, les biens se font plus rares et là encore, la Nièvre perd des habitants.
Et puis dernier point, on ne pouvait pas ne parler du confinement sans évoquer les soignants. Hein. On se souvient tous des longs applaudissements pour saluer leur travail. Certes, il y a eu le Ségur de la santé qui a permis des revalorisations salariales, mais pour les syndicats nivernais, ça reste insuffisant. Le compte n'y est pas. On est toujours en sous-effectif. Les démissions se multiplient. Il y a de la fatigue au travail. Et le Covid n'a malheureusement pas permis de questionner durablement le financement de nos systèmes de santé de proximité. Et pour résumer, finalement, une éleveuse avait trouvé la phrase juste en disant que le monde d'après n'est finalement pas si différent du monde d'avant. Merci beaucoup, Fanny. Merci. On regarde la une du journal du Centre. Le 49.3 de trop, c'est la question posée ce matin à la une de votre journal. Merci, Fanny Delair, d'avoir été avec nous. Comme tous les vendredis, on vous emmène à la découverte de notre patrimoine, des personnalités de nos régions. Le guide Michelin a décerné ses étoiles il y a quelques jours. Et parmi les nouveaux étoilés, Camille Saint-Meleu, chef de la Villa 9-3. C'est à Montreuil, seul restaurant étoilé de Seine-Saint-Denis. Samia Dechir nous emmène à sa rencontre. 42 couverts attendus. Ce midi, la Villa 9-3 affiche complet. 5 couverts à la carte, il y aura 5 pot-au-feu suivi d'un saumon. 10 personnes s'activent en cuisine sous les ordres de Camille Saint-Meleu. Au menu pour commencer, araignées de Roscoff assaisonnées à la courge et légumes de pot-au-feu à la moelle fumée et consommés de bœuf truffé. Là, tous les légumes, en fait, on remplace le gras de cuisson par de la moelle de bœuf qu'on a préalablement fumée au bois de hêtre. C'est les dernières truffes de la famille Galis aussi qui viennent du Vaucluse. Félicitations. Comment ça va? Ça va? Comme tous. Bonjour. À nos grands clients qui nous supportent depuis le début. Bon. On va boire le champagne après. À seulement 27 ans, ce jeune chef vient de décrocher sa première étoile au guide Michelin. Un rêve d'enfant qui vient couronner 10 ans de travail, de recherche au fil de ses voyages pour créer sa propre cuisine. C'est le bulot qui est juste servi dans son eau de cuisson. Ici, avec une petite mayonnaise au laurier, une petite huile de laurier. Là, ici, vous avez un petit pressé de chou. Donc avec une petite sauce très végétale avec de l'estragon, de la feuille de figuier, un peu de jalapeños. Donc voilà, c'est à chaque fois, il y a très peu de parfums, mais c'est vraiment l'idée de les concentrer. Alors vous allez partir 5 amuse-bouches, s'il vous plaît, à la table 3. Une cuisine simple et iodée, où la technique s'efface derrière le produit. J'ai envie de transmettre une émotion. Ça ne m'intéresse pas de faire quelque chose d'original, ça ne m'intéresse pas de faire aujourd'hui quelque chose de technique. J'aime me surprendre avec des goûts que les gens pensent connaître aussi. C'est plutôt ça qui m'intéresse, de venir justement de servir une araignée de mer ou servir même un concombre, de le mettre au milieu de l'assiette et que quelqu'un qui se dise « oh ça, pas envie de manger un concombre », au final il va manger ce plat, il va se dire « waouh ». Cela fait maintenant 2 ans que ce natif de Bretagne a pris les commandes des fourneaux de la Villa 9-3, implanté depuis 30 ans à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Le restaurant est désormais le seul étoilé du département. Ça devient presque un projet de ville. Ouais, on a eu des encouragements de la mairie, des adjoints, des citoyens de Montreuil aussi, des gens qui nous disent merci de faire ça à Montreuil. Et oui, ça c'est le plus beau compliment qu'on puisse nous faire. Une clientèle fidèle qui devrait s'étoffer avec l'entrée au guide Michelin. Une étoile, c'est aussi la promesse d'un gain de 30% sur le chiffre d'affaires. Ce qu'on voit déjà actuellement, c'est qu'on a des réservations qui se font à 2 mois, 3 mois, 4 mois, chose qu'il n'y avait pas avant. C'est une sécurité économique qui nous permet de prendre de nouveaux risques, faire de nouveaux investissements pour justement augmenter le niveau. Camille Saint-Meleu a le goût du risque, plutôt décevoir que plaire à moitié. Surprenante, sa cuisine est un pari et il mise déjà sur une 2e étoile. Et voilà. Et la semaine prochaine, c'est vous, Quentin, qu'on va suivre dans le Sénat. Exact. On va préparer la visite de Charles III, qui vient effectivement le 27, le lundi d'après. Donc on va faire un petit tour du Sénat. On suivra votre déambulation. Parcours. Allez, Quentin, regarde ce qu'il y a à la une de nos quotidiens régionaux. Je croyais au fourneau.
Et Quentin, signe de l'importance de ce qui s'est joué hier, cette unanimité, tous les titres de PQR titrent sur le 49.3. Voilà, c'est le signe des informations très importantes, de la crise aussi qui s'ouvre. Vous voyez, c'est cet échantillon de 10 unes partout en France, la même unanimité à la une de nos journaux dans les départements. Et c'est ce qui bien montre l'importance effectivement de cette info qu'on a vécue hier. Et la même expression qui revient aux quatre coins du pays. Exactement, ce sont ces mots, passage en force. On les a lus dans le journal de Toulouse, celui de Nancy ou encore celui de Nantes. À Nantes, où on a vu de vives réactions dans la rue, écrit Presse Océan. Autre grand thème dans la presse régionale, c'est lié, c'est ce grand saut dans l'inconnu après le déclenchement du 49.3. Voilà, c'est une autre expression qui revient à la une des journaux ce matin. Par exemple, à la une du Courrier de l'Ouest à Angers. Un vide s'est ouvert, non pas seulement sous les pieds d'Elisabeth Borne ou d'Emmanuel Macron, mais sous nos pieds à tous, écrit l'éditorialiste du journal. L'exécutif a plongé la France dans un climat incandescent, ajoute Bruno Geoffroy. On le voit, c'est le même questionnement à la une de ces journaux, la même analyse, l'impasse pour l'interrogation, et maintenant, ou encore et après, se demandent tous ces titres ce matin. L'exécutif sous le feu des critiques. L'exécutif est enlisé dans la crise, écrit l'Ardennais. Il vacille, titre même l'Union, le journal basé à Reims. En choisissant de recourir au 49.3, la première ministre Elisabeth Borne a décuplé la détermination des partis d'opposition et des syndicats. Les premiers annoncent des motions de censure. Les seconds promettent de poursuivre la lutte sur le terrain. C'est le nouveau chapitre qui s'ouvre désormais, Oriane. Merci beaucoup, Quentin. Merci beaucoup, Frédéric Dabier, Arnaud, d'être venus. On se retrouve évidemment la semaine prochaine.